Être une meuf en 2019, c'est prendre en compte les gros changements qu'il y a, qui sont passés en 2018, qui ont été amorcés bien avant, bien sûr, mais l'élan féministe qu'il y a eu. C'est intégrer que collectivement, entre meufs, on peut faire de grandes choses. Ça, c'est vérifié à plein de niveaux, artistiquement, professionnellement, pour plein de choses. Et être une meuf en 2019, c'est faire ce qu'on veut, quoi. Être une femme libre, qui a le droit de faire absolument ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, avec qui elle veut, et qui se laisse pas faire. Ça reste quand même plus compliqué que ça en a l'air, dans le sens où, évidemment qu'il y a eu beaucoup de chemin pour la femme, tu vois, en termes de liberté, en termes de droits, etc. Il y a eu beaucoup d'avancées quand on regarde en arrière et maintenant pour nous. Mais je trouve que c'est quand même assez difficile dans le sens où c'est pas toutes les meufs qui peuvent faire des joggings tard le soir, c'est pas toutes les meufs qui osent rentrer tard le soir en métro. Donc je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, mais le combat n'est pas vraiment terminé. Dans le sens, ouais, c'est juste... Il y a encore beaucoup trop d'insécurité en tant que femme pour pouvoir se dire qu'en tant que femme, on est bien aujourd'hui. C'est continuer de se chercher, parce qu'il n'y a pas que pendant l'adolescence que tu te cherches. Genre même, comme on le dit souvent, même là j'ai 30 ans révolus, je me cherche encore. Et je pense que dans 10 ans je me chercherai encore. Enfin, il n'y a pas d'âge pour continuer de se trouver. Donc c'est une quête perpétuelle de l'identité, mais je pense que c'est cette quête-là en mouvement qui est être femme. Et vraiment, et enfin voir à quel point on est puissante, quoi. Et je pense qu'on a passé beaucoup de temps à attendre d'avoir l'aval d'une présence masculine pour se sentir femme, se sentir belle, se sentir aimée. Et du coup, pour moi, être une femme en 2019, c'est d'avoir complètement intégré ces choses-là et de pouvoir s'auto-célébrer, en fait, sans avoir besoin d'une validation d'une autre personne, donc homme ou femme, mais particulièrement des hommes, parce que c'est l'habitude qu'on a eue depuis toujours, en fait. C'est mon métissage qui me définit le plus, en réalité. Du coup, si dans un groupe d'individus, tu me demandais à quel groupe j'appartiens et qu'il y a des personnes métisses comme moi et des femmes de tout type, je me dirigerais vers le groupe des individus métisses davantage que vers celui des femmes. Il y a toute une dimension que je rajoute à la complexité d'être métisse, c'est qu'on va... En fait, on va rentrer dans des dimensions d'intimité dès les premiers échanges avec des inconnus. Parce qu'on va tout de suite te demander d'où tu viens. Tu sais pas ce que ça implique de poser cette question. Le spectre de possibilités de réponse qu'il y a. Et à quel point en fait, tu rentres dans des niveaux d'intimité où tu dois être amené à justifier des choses qui peuvent être des situations qui sont des situations traumatisantes ou des choses que tu as mis beaucoup de temps à accepter parce que... il y a plein de choses, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui existe, mais c'est une atteinte à la pudeur, quoi, de la personne et d'être confronté à ça au quotidien et que ça soit quelque chose de complètement banalisé, c'est compliqué, quoi. J'ai vraiment grandi là-dedans. Je sais que ma mère, qui est brésilienne, qui a encore un accent après 20 ans, elle est quand même... elle était encore... Enfin, il y a ce truc d'exotisme, tu vois, sur la brésilienne et tout, où on aime bien... on aime bien imaginer la brésilienne comme une femme pulpeuse qui sera chaude au lit et qui... tu vois... la brésilienne, quoi, tu vois, c'est un racisme quand même hyper simple. Tu vois, quand je suis là-bas et que je dis que je suis française, on me dit que j'ai pas l'air française, et quand je suis ici et que je dis que je suis brésilienne, on me dit que j'ai pas l'air brésilienne. Je suis femme, et en plus de ça, je suis noire. Donc, déjà à la base, quand t'es juste noire, dans la société c'est un peu compliqué, on connaît les inégalités, etc. Mais en plus de ça, quand t'es femme, en plus de ça t'es noire, je trouve que ça peut être porteur d'un autre handicap, tu vois. J'ai un prénom assez atypique, genre Niwede. Et souvent, genre, tu sais, on me dit souvent ça a une connotation hyper japonisante, tu vois. Et des fois, avant même de me voir, on va juste voir mon prénom, on va dire ah c'est une petite japonaise et tout, etc.
Et quand tu veux me voir, enfin quand tu me vois, tu peux être très surprise. Tu te dis ah en fait c'est une Renoir, tu vois. Et je te dis ça parce que j'ai déjà vécu. Tu sais, je me suis acceptée en tant que femme, c'est à partir du moment où j'ai compris que ça passait vraiment pas par mes proportions physiques. Il y a des séquelles de ce qui ne me plaisait pas dans le passé. Et là, je vais préciser le fait quand on est grand et qu'on n'est pas très content d'être grand, eh ben on a tendance à se tenir vachement recroquevillé. Et c'est quelque chose qui m'a valu des douleurs au dos, des problèmes de posture. J'avais honte de ma grande taille de pied. Et je précise, je fais du 42 et je mettais du 39. Donc je me faisais saigner les pieds pour pas qu'on voit que j'avais une grande pointure. Il y a des séquelles physiques d'un complexe en fait qui a pris des proportions bien trop importantes. Je pense qu'il faut apprendre à accepter son corps tel qu'il est. Je veux dire, moi je suis née, j'ai moins de seins qu'un garçon de 8 ans. Bah c'est pas grave, et finalement, bah j'ai pas de seins, mais j'ai des tétons. Voilà, et donc c'est cool. Et j'ai appris à me dire allez, disons dans 80% des cas, bah, ça va être un avis positif et pas forcément négatif. Donc tu vois, les jours où je vais avoir un look complètement fou et que les gens vont me regarder en souriant, je vais pas me dire ah ils se moquent de moi. Je vais me dire bah ils me trouvent marrante parce que j'ai un look complètement exubérant et que je me dis que si je voyais une fille avec ce look là, bah, je la regarderais pareil mais ce serait pas négatif en fait. Je me dirais juste ah elle a son petit look, elle est rigolote, genre, ou même elle est bien sapée, enfin tu vois. Et genre je pense que il faut arrêter de se prendre la tête avec ce que les gens peuvent penser parce qu'on pourra jamais les empêcher de nous regarder et on pourra jamais les empêcher d'avoir un a priori sur nous. Donc autant vivre avec, et genre au bout d'un moment vraiment quand on arrête d'y penser, bah on arrête d'y penser et en fait on vit juste notre vie et on est bien quoi tu vois. On parle énormément d'injonctions faites aux femmes. L'injonction à être belle, l'injonction à se faire belle, l'injonction à se lisser, à pas avoir de rides, nanana. Qui diffuse ces injonctions si c'est pas la presse féminine? Donc, qu'on me dise qu'on parle de patriarcat, etc., je veux bien, mais enfin bon, il y a un moment donné où il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et c'est à cause des injonctions qu'on peut pas vivre la vie qu'on veut, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans mon expérience personnelle, c'est pas vrai. Je parle pas des expériences des autres. Dans mon expérience, j'ai fait l'expérience que ça n'était pas vrai. Je pouvais avoir plus de kilos, des seins qui tombent, pas de maquillage, et ben j'ai un mec qui est hyper amoureux de moi, j'ai des enfants qui sont hyper heureux, je suis hyper heureuse, enfin, et j'en ai rien à foutre en fait. Et ce truc-là, ça a été une grande trouvaille pour moi. Et je pense qu'on fait comme on peut, mais qu'on a plus de force qu'on imagine. J'ai pris la pilule pendant des années, donc depuis mes 16 ans jusqu'à j'ai arrêté de prendre la pilule il y a 1 an et demi. Parce qu'en fait j'ai testé des pilules, et vraiment j'ai dû les changer à chaque fois parce que ça me correspondait jamais. Et en fait la dernière pilule que j'ai prise m'a fait littéralement tomber des cheveux. Donc en fait j'ai fait une alopécie, donc je me suis retrouvée avec des trous sur le crâne. C'était horrible parce que je me suis sentie malade en fait, et ça m'a rendue dingue. Et j'ai commencé à me dire mais c'est ouf, je prends pas de médicaments, je prends pas de traitement, je prends rien. Qu'est-ce qui fait ça quoi? Et là j'ai pensé, j'ai dit putain j'ai changé de pilule il y a 3 semaines. Et en fait j'ai regardé dans les effets secondaires et j'ai vu risque d'alopécie. Et là j'ai dit c'est terminé, plus jamais en fait je voudrais prendre un traitement qui me change complètement. Et donc en fait j'ai arrêté du jour au lendemain de le prendre. Et en fait au bout de 3-4 mois, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien en fait. Genre je me sentais 10 fois mieux dans mon corps, j'ai retrouvé une libido, ce que j'avais plus. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte que j'avais plus tant de libido que ça, parce que vu que ça faisait 5 ans que j'étais avec mon mec, bah il y a des fois où j'avais vraiment pas envie, tu vois. Et j'avais remis ça sur le fait que ça faisait 5 ans que j'étais avec lui. Les humains les femmes, les femelles humaines, sont les seules femelles animales qui ont une sexualité tout au long de leur cycle. On ne sait pas à quel moment il y a ovulation. Alors que pour tous les autres animaux sur Terre, et du coup c'est intéressant parce que souvent, comme on est dans une société où la sexualité est hyper réprimée, on va dire non mais on n'est pas des animaux, bah justement on n'est pas des animaux donc on pense au sexe, on parle de sexe et on fait du sexe tout le temps quoi. En général les femmes prennent la pilule, date, rencontrent un mec,
Et au moment où ils vont penser à avoir un enfant, elle va arrêter la pilule, et puis elle va pas la reprendre avant l'allaitement, etc. Et en fait, elle va se retrouver avec un mec qu'elle a choisi, mais sans savoir qui elle a choisi exactement, parce qu'en fait, sa partie animale a été totalement inhibée par la pilule. Et là, t'es là. Ok. Parce qu'en fait, les manières dont on se choisit, elles sont très 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 inconscientes. Tu sais, je suis le travail d'une sexologue qui s'appelle Esther Perel, t'en as peut-être entendu parler, et elle dit dans l'un de ses podcasts où elle enregistre des sessions avec ses clients, et elle dit on est rarement là. La raison pour laquelle on est là n'est pas celle pour laquelle on a été casté. Et en fait, tu vois, tu choisis quelqu'un, elle te choisit, il y a des raisons qui sont conscientes, mais en fait, ce qui vous a guidé, c'est des raisons inconscientes à 90%. Et plus tu vas avancer dans la relation amoureuse, et plus tu vas découvrir en même temps que tu fais ton chemin à toi, que la personne fait son chemin à elle, les connexions ou les déconnexions possibles aussi. Mais alors ce truc-là d'inhibition animale, je me suis dit waouh, c'est quand même énorme. En fait, j'ai l'impression que dans notre société d'aujourd'hui, on t'oblige à penser, ok, tu veux te protéger, t'es une fille, ok, pilule. Tu veux te protéger, t'es un mec, ok, préservatif. Fin de l'histoire. Moi j'ai grandi avec une mère complètement folle, à ce niveau-là, très très névrosée, versant anorexique de la force plutôt. Qui contrôlait extrêmement ce qu'elle mangeait. Elle mangeait jamais la même chose que nous, elle mangeait moins. Bon, donc une personne très saine, avec qui j'ai coupé les ponts d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un de très toxique. Donc j'ai un peu traîné ça quand même. Ta famille, en fait, tu la choisis pas, mais il vient un moment où t'es obligé de la choisir parce qu'il faut penser à soi. Et même si on se dit comme ça qu'être égoïste, c'est pas beau, et t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que quand la personne en face, elle pense pas à toi, c'est à toi, personne ne le fera pour toi. Et moi, j'ai décidé que, mon beau-père, il m'a élevée depuis que lui, il avait 20 ans quand je suis arrivée dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a un mec de 20 ans qui a arrêté toute la vie de rêve qu'il avait pour m'élever moi, tu vois. Je me rappelle non, mais juste ma mère, elle me l'a raconté, tu vois, quand tu sais que ton beau-père à 20 ans, il a vendu sa BM pour s'acheter une voiture juste pour que ton siège auto il rentre dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu dis en fait, est-ce que cette personne-là, c'est pas plutôt elle, mon père? Si t'as des parents, que ce soit ta mère, ton père ou des proches oui, tes vrais parents, tu vois, ta mère et ton père qui te calculent pas, mais c'est pas de ta faute en fait. C'est pas de ta faute et t'y peux rien et tu peux pas les forcer. Et tu peux pas forcer le truc et tu peux pas t'épuiser, te battre et tout le temps chercher une attention qui viendra jamais ou une considération qui viendra jamais. Si ton daron, il aime plus sa nouvelle femme que toi, tant pis. Je trouve que une vraie histoire avec un homme aujourd'hui, pour ma part, ça peut être possible, tu vois. Personnellement, avec le modèle que j'ai vu du coup à la maison depuis que je suis toute petite, je me dis c'est totalement possible en vrai. Ça fait partie, tu sais, finalement c'est ancré dans mes valeurs, c'est limite ancré dans mon éducation, clairement, tu vois. Et pour moi, c'est important d'avoir un foyer ultra solidaire, avoir un foyer, comment t'expliquer, durable, tu vois. Et du coup, en fait, inconsciemment, si du coup je suis en couple, je fais tout justement pour que tout se passe bien. En fait, je trouve que quand on a peur, on perd beaucoup de temps. Donc, j'essaie de pas avoir peur. Et en plus, moi je suis quelqu'un d'ultra anxieuse, je l'étais beaucoup plus avant, mais là ça va un peu mieux, mais bon. Quand même, on reste qui on est là. Mais donc je passe ma vie à avoir peur de pas être à l'heure, peur de rien faire plus tard, peur que ce que je fais ne marche pas. Et en fait, parfois, du coup, après, il y a mon mec qui me dit, mais meuf, en fait, rappelle-toi que quoi que tu fasses, t'es une crotte parmi. Tu vois, il essaie pas d'être méchant, mais il a raison, je suis rien en fait. Si demain la collection que je fais elle marche pas et que les gens l'aiment pas, tant pis, genre c'est vraiment. Moi j'ai kiffé ce que j'ai fait, c'est mon style et voilà. Je pense qu'on a toujours peur du regard de l'autre aussi, ça c'est un truc constant. Toutes les peurs que je nourris en tant que femme, elles sont tout le temps liées à la peur d'un autre homme en fait. Ça fonctionne à chaque fois comme ça. Je rentre pas tard parce que j'ai peur de me faire agresser, je cours pas toute seule parce que j'ai peur de me faire agresser. Pareil dans les transports, je suis une fille, bon déjà
je suis assez masculine, mais même des fois quand il fait chaud, t'as envie de mettre une petite jupe, mais j'ai pas envie parce que dans les transports, j'ai pas envie de me faire emmerder. C'est vrai que c'est très souvent lié à l'homme en général. Elle me disait, bon, tu prends une paire de chaussures plates dans ton sac, quoi. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, bah comme ça, si jamais il y a un souci, tu cours. Et quand je repense à ça, je me dis, mais les filles, on nous élève quand même à avoir peur, en fait. On nous élève à devoir fuir. On nous élève pas à pouvoir répondre. Dire, ma mère, pourquoi est-ce qu'elle m'a pas inscrit dans un cours de Krav Maga, en fait? Plutôt que de me dire ça. On nous apprend pas à nous défendre du tout. On nous apprend à avoir peur et à fuir. Et ça, c'est là où il y a un problème aussi dans l'éducation des filles. Bon, dans celle des garçons, on n'en parle même pas, mais dans celle des filles, bien sûr. Bien sûr. J'ai peur de me faire agresser. Je me suis déjà fait agresser, c'était horrible. Et bien sûr, depuis que je suis toute petite, j'ai peur de me faire violer, par exemple. Mais c'est une vraie peur. J'ai ultra peur de ça. Voilà, si j'ai peur d'un truc, j'ai vraiment peur, genre de me faire violer, de me faire tuer. Si vraiment c'est rapide, ça va, mais bon, qu'on me torture, quoi, par exemple. J'ai pas très envie de souffrir globalement, mais ça, je pense que c'est tout le monde. J'ai été victime de phobie, j'ai eu peur de tout. Moi, j'ai eu peur de sortir de mon appartement à une époque de ma vie. Donc, une fois que j'ai réalisé à quel point c'était insensé, j'ai classé toutes les peurs dans la même case. Elles sont toutes aussi insensées les unes que les autres. Donc, j'ai peur de rien. Je pense que la liberté, c'est quand t'arrêtes d'avoir peur. C'est Nina Simone qui dit ça très bien, mais on devient libre quand on s'affranchit de la peur, et c'est vrai. Je peux changer d'appart quand je veux, je peux changer de pays quand je veux, je peux changer de taf quand je veux, je peux faire plein de trucs, enfin, j'ai un scooter, je sais pas où je veux. Et ouais, je me sens assez libre, même le fait d'être tant attachée à mes proches, enfin, je sais qu'ils me connaissent libre. Enfin, même ma mère, elle me dit, mais enfin, genre l'oiseau ne fait que de bouger, quoi. Je suis libre parce que j'ai pas peur.